Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment traiter efficacement une surcroissance ou pullulation bactérienne intestinale. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, nous allons parler d'un sujet un petit peu plus lié à la santé. Et ce sujet, eh bien, c'est ce qu'on appelle la surcroissance bactérienne intestinale ou la pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Alors, peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous me suivez régulièrement et vous n'avez jamais entendu parler de cela. Ou alors peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous faisiez une recherche spécifiquement pour trouver un moyen de guérir cette problématique de surcroissance bactérienne intestinale ou cette pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Alors, de quoi on parle? Eh bien, on parle de la chose suivante. Vous avez très certainement entendu parler qu'à l'intérieur de notre intestin, eh bien, on a ce que l'on appelle un microbiome, c'est-à-dire qu'on a une flore intestinale. Okay? On a des bactéries à l'intérieur de notre intestin, à l'intérieur de notre corps d'ailleurs. En fait, il y a des études qui estiment que pour chaque cellule humaine que nous sommes constitués également de 10 cellules bactériennes. Donc ça veut dire que l'on est essentiellement 90% bactérien et 10% humain. Et si on regarde au niveau des gènes, c'est même encore pire. Pour une cellule humaine ou un gène humain, il y a 150 gènes bactériens dans notre organisme. Donc, nous sommes finalement remplis partout. Il y a même des études maintenant qui montrent que nous avons un microbiome à l'intérieur de l'œil, par exemple. Donc, nous cohabitons avec ces bactéries. Et au niveau intestinal, eh bien, nous avons une certaine quantité de bactéries. Donc, je vous ai fait un dessin anatomique d'une précision magistrale, que vous connaissez, si vous me suivez régulièrement, mes talents de dessinateur. Donc, vous imaginez ici votre estomac. Et puis ensuite, on a le petit intestin, ici, qu'on appelle aussi intestin grêle. Et ici, il y a une jonction avec ce qu'on appelle la valve iléocécale qui marque la différence entre notre petit intestin et notre côlon ou notre gros intestin qui est dessiné ici. Et donc, au niveau de notre intestin, on a une certaine quantité de bactéries. Alors, on ne va pas se focaliser sur l'unité, on appelle ça CMU, mais imaginez une quantité de bactéries par millilitre. Si on aspirait un petit peu du liquide de cette zone et qu'on comptait les bactéries, eh bien, au départ de votre système du petit intestin ici, on aurait 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 bactéries par millilitre. Plus bas, plus on descend, plus en fait il y a une forte concentration de ces bactéries. Lorsqu'on arrive à la valve iléocécale, ici on est à 10 puissance 8. Donc 5 ordres de magnitude au-dessus. Et lorsqu'on arrive dans le côlon, eh bien on est à 10 puissance 12. Et certaines de ces bactéries, eh bien, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont nous aider à fermenter certains aliments, notamment les sucres, les hydrates de carbone. Mais lorsque vous mangez, eh c'est supposé que tout soit digéré ici, et puis que la fermentation, elle se passe dans le côlon. Maintenant, la surcroissance bactérienne intestinale ou la pullulation bactérienne de l'intestin grêle, eh bien, c'est une situation où, en fait, on retrouve trop de bactéries dans votre intestin, dans votre petit intestin. Au lieu d'avoir 10 puissance 3, eh bien, la science, elle définit ça comme ayant plus de 10 puissance 5. C'est-à-dire que vous avez trop de bactéries qui se développent dans votre petit intestin et qui s'y installent. Et la problématique, c'est que maintenant, ces bactéries, alors qu'avant, dans une situation normale, vous mangez certains aliments, bien, ils allaient pouvoir passer ici, ils étaient ensuite digérés, fermentés plus bas dans votre côlon, et bien maintenant, vous avez cette fermentation qui se crée au niveau de votre petit intestin,
Et vous commencez à développer des problèmes de ballonnement, de gaz, de douleur intestinale, de distension intestinale. Potentiellement, en fonction des gaz qui se forment, ça peut donner lieu à de la diarrhée ou alors à de la constipation ou alors des variations de cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde les personnes qui ont été diagnostiquées avec un intestin ou ce qu'on appelle un côlon irritable, eh bien, les études montrent qu'entre 78, ça dépend des études, à 84% des personnes qui ont des problématiques de diagnostic de côlon irritable ou d'intestin irritable, eh bien, souffrent de cette surcroissance ou de cette pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait des études avec de l'alimentation qu'on appelle FODMAP, où on réduit des aliments qui sont facilement fermentés, eh bien, ça aide exactement aussi la même quantité de gens. Maintenant, une des choses que l'on sait, c'est que si vous avez trouvé cette vidéo parce que vous faites une recherche, vous savez que ça s'adresse à vous, c'est que c'est un problème qui est très difficile à traiter. Il y a des études qui montrent qu'on peut le traiter avec des antibiotiques, hein. Ça réagit très rapidement, mais vous avez quasiment 100% de chance qu'en l'espace de quelques semaines à quelques mois, le problème revient. En fait, c'est un problème qui est récurrent dans plus de 2/3 des cas. C'est récurrent ou chronique. Et là, eh bien, le problème, c'est que vous pouviez avoir fait du mieux que vous pouviez. Peut-être que vous avez utilisé des antibiotiques, peut-être que vous avez changé votre alimentation pour une alimentation de type FODMAP ou une alimentation de type GAP. Et vous avez toujours ce problème qui se répète. Eh bien, pourquoi? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Tout ce temps, vous dites, enfin... mais la notion, elle est la suivante. C'est que votre intestin, il y a effectivement des choses qui vont se passer dans votre tube. Mais ce que 99,9% des praticiens oublient, c'est que ce système ici, eh bien, il est sous le contrôle de notre système nerveux. Alors, je vais faire votre cerveau ici. Alors, c'est un très mauvais cerveau. OK. Très mal dessiné, une fois de plus, Dr Pauly. Mais ce système, ce tube ici, eh bien, il est sous le contrôle de notre système nerveux. Il a son propre système nerveux, qu'on appelle le système nerveux entérique, okay, qui contient plus de neurones que notre moelle épinière. Donc, c'est un système nerveux à part entière. Vous avez peut-être déjà entendu parler du deuxième cerveau. Okay. Et puis, bien, il est surtout sous le contrôle d'un nerf ici, qu'on appelle le nerf vague. Alors, je devrais peut-être même le dessiner, si on veut, anatomiquement correctement plus bas, parce qu'il vient d'une zone de notre tronc cérébral, ici, qu'on appelle la zone pontomédulaire. Et ce nerf vague, eh bien, il va contrôler un certain nombre de choses. Et c'est le nerf essentiel, si vous avez entendu parler de l'axe intestin-cerveau, eh bien, c'est au travers notamment de ce nerf vague, okay, qui va non seulement contrôler ce qui se passe, 80%, 80% des informations, des fibres, sont des fibres d'information, c'est-à-dire qui vont de l'intestin au cerveau. Donc on voit à quel point notre intestin influence notre cerveau influence notre intestin. Et le problème qu'on a dans ces prises en charge, c'est que maintenant, de plus en plus de praticiens commencent d'être conscients de ces problématiques intestinales, mais ils travaillent que dans le sens intestin-cerveau, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des stratégies nutritionnelles notamment, ou peut-être de manipulation viscérale pour essayer de venir influencer l'intestin. Mais ils oublient que c'est dans les deux sens, et que si vous avez un problème au niveau du cerveau, eh bien ça va avoir un problème au niveau intestinal. Il y a des études qui montrent que lorsque vous avez un traumatisme cérébral, eh bien votre intestin devient perméable. Et si vous ne venez pas régler le problème au niveau neurologique, vous ne pourrez jamais régler le problème intestinal. Donc prenez-le comme deux choses qui vont ensemble. Inflammation intestinale, automatiquement on aura de l'inflammation au niveau neurologique cérébral. Inflammation neurologique cérébrale, automatiquement va donner lieu à de l'inflammation au niveau intestinal. Perte d'intégrité de la muqueuse intestinale, perte d'intégrité de la barrière intestinale, eh bien, vous avez un intestin perméable, ça va aussi donner lieu à une perte d'intégrité de la barrière hémato-encéphalique au niveau du cerveau. Okay? Donc, voilà, par ces mécanismes ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous avez un problème récurrent, eh bien, il ne faut plus juste penser tube digestif, métabolisme, nutrition, il faut commencer de penser neurologique. Et un des gros aspects dans l'aspect neurologique, eh bien, c'est finalement le stress qui va désactiver ce nerf vague et qui va avoir des conséquences directes sur votre intestin. Par exemple,
dès le moment où votre système du nerf vague ici ne fonctionne plus très bien, soit parce que vous avez des problèmes au niveau du tronc cérébral, soit parce que vous avez un déséquilibre au niveau périphérique entre le système sympathique, qui est l'accélérateur du corps sur le stress, et le système parasympathique, dont le nerf vague est le nerf principal, eh bien, vous allez avoir, une des premières choses qu'on va avoir, c'est une diminution de la production de l'acide gastrique. Okay. C'est-à-dire que votre estomac produit moins d'acide gastrique. Et le problème, c'est que cet acide gastrique, eh bien, il est très très important pour tuer les bactéries qui viendraient dans le système par l'alimentation. Et si on ne tue plus ces bactéries, eh bien, elles vont pouvoir s'installer dans ce système de l'intestin grêle. L'autre aspect aussi, c'est que ces productions d'acide gastrique sont très très importantes pour digérer notamment les protéines. Et si vous ne digérez pas bien, vous augmentez de manière dramatique votre risque de développer des intolérances alimentaires qui vont ensuite inflammer votre intestin et le rendre poreux ou perméable. Okay? Deuxième mécanisme par lequel le stress ou ces dysfonctions neurologiques peuvent affecter et jouer un rôle dans cette pullulation bactérienne, c'est que ça va diminuer la motilité intestinale. Okay. Et vous imaginez bien que plus votre intestin bouge et fait passer les aliments, plus les bactéries vont être poussées vers le côlon. Mais si tout d'un coup tout s'immobilise, eh bien, vous allez avoir cette stagnation, ce qui va favoriser le développement de ces bactéries. Alors, la diminution de la motilité, ça ne veut pas dire que vous avez nécessairement de la constipation. Ce que cela veut dire, c'est qu'à l'intérieur des parois intestinales, on a des mécanismes qu'on appelle en anglais Migrating Motor Complex, des complexes moteurs migrants. C'est ce qui fait en fait cette motilité intestinale, et ces moteurs migrants, eh bien, ils sont diminués par le stress ou des dysfonctions au niveau du nerf vague. Il y a en fait 3 phases à l'intérieur de ces MMC. 2 phases, elles vont être vraiment déterminée par l'espace de temps entre les repas. Et la 3e phase, elle est directement sous le contrôle de votre nerf vague. Donc ça veut dire que si vous voulez optimiser ces MMC, ce qu'il faut faire, c'est avoir le plus de temps possible entre les repas. Et puis surtout, d'avoir au moins 12 heures de jeûne pendant la nuit. Et pour la 3e phase, il faut vous assurer que votre système nerveux, notamment votre nerf vague, fonctionne bien. 3e manière par laquelle cela va influencer, c'est que, eh bien, un des mécanismes de défense contre ces bactéries en surcroissance, c'est la production de ce qu'on appelle des IgA sécrétoires. Et lorsque vous avez une dysfonction neurologique ou du stress, il y a une diminution de ces éléments de IgA sécrétoires. 4e mécanisme par lequel ça va le faire, c'est que dès le moment où vous êtes sous stress, vous avez une diminution une augmentation ici de la croissance bactérienne. Il y a des études qui montrent en fait que certains neurotransmetteurs qui sont produits lorsqu'on est sous stress favorisent la surcroissance bactérienne. Et puis bien évidemment, on le sait, le stress augmente la susceptibilité aux infections, c'est-à-dire que ça favorise le développement ici de cette surcroissance bactérienne. Et puis, un des 5e mécanismes ici qui est assez intéressant, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, mais le stress, il favorise le développement de ce qu'on appelle des biofilms. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Des biofilms, en fait, c'est lorsque certaines bactéries se mettent en groupe, en grappe, et prennent autour d'elles d'autres éléments nutritionnels pour se protéger du système immunitaire. Ces bactéries, elles vont commencer, si vous voulez, de coopérer, de se passer de l'information, de se passer des nutriments, de se cacher autour, de construire du mucus autour d'elles-mêmes. C'est un petit peu comme lorsqu'on était attaqué par les Indiens, eh bien, les cow-boys mettaient les caravanes en cercle comme ça pour se protéger des Indiens, mais c'est un peu le même principe. Les bactéries viennent ensemble et elles créent un biofilm, et ce qui leur permet d'échapper à la vigilance du système immunitaire, et ça, le stress favorise ces éléments. Okay. Donc, où j'en viens avec tout ça, eh bien, c'est que si vous souffrez de cette surcroissance bactérienne intestinale ou de cette pullulation bactérienne intestinale, et que vous faites partie de ces gens qui ont une problématique récurrente ou chronique, et que vous avez déjà tout essayé au niveau de l'alimentation, au niveau des suppléments, que votre praticien a fait du mieux qu'il pouvait, eh bien l'élément qu'il est en train de manquer, c'est l'élément de la relation neurologique, soit parce que vous avez des dysfonctions neurologiques qui sont liées
voilà, la vie de tous les jours, ou peut-être parce que le passé, vous avez eu un traumatisme cérébral, ou vous avez eu une petite commotion, ou vous avez eu des chocs sur la tête, qui ont créé des lésions qui ne sont peut-être pas symptomatiques, mais qui vont s'exprimer par des dysfonctions ici au travers du nerf vague, ou alors parce que vous êtes dans un état de stress important qui doit être abordé. Alors comment savoir, comment évaluer cette dimension neurologique? Eh bien, il faut que vous trouviez quelqu'un qui est spécialisé en ce qu'on appelle en neurologie fonctionnelle. Malheureusement, en Europe, rares sont les personnes qui font ça. Il y en a quelques-unes en France, on en a nous dans notre clinique, quelques-unes en Suisse ici. Si vous avez besoin de trouver, contactez-nous, on essaiera de trouver quelqu'un près de chez vous. Mais c'est un praticien, en général, c'est un chiropraticien qui a été formé là-dedans, qui va pouvoir évaluer votre degré de fonctionnement de manière fonctionnelle, c'est-à-dire on n'est pas en train de regarder une pathologie qu'un neurologue médical pourrait détecter, mais de subtils déséquilibres de fonction qui vont affecter votre fonction intestinale. Et puis bien évidemment au niveau du stress, il faut que vous puissiez prendre cela en charge. Ce n'est pas le but de cette vidéo de vous expliquer comment. J'en ai d'autres sur le compte et la chaîne ici YouTube. Ok, mais j'espère que si vous avez trouvé cette vidéo ici, ou si vous souffrez de symptômes qui pourraient s'apparenter à cette surcroissance bactérienne et que vous n'avez jamais été diagnostiqué, contactez-nous, qu'on puisse le faire de manière appropriée, qu'on puisse vous donner les pistes, et que si vous avez cherché à comprendre pourquoi vous avez cette surcroissance bactérienne récurrente et perpétuelle, eh bien, vous avez maintenant compris le mécanisme qui se cache derrière ces cas récalcitrants, c'est-à-dire un mécanisme neurogène qui vient du système nerveux. Laissez-moi savoir vos commentaires dans les commentaires sous cette vidéo. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et surtout, contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.